Eh bien, donc bonjour à tous, Léa Leclerc, donc chargée de projet, chez Soltis Environnement. Donc là, j'ai fait une compilation de données scientifiques, pour, vous présenter donc l'effet des pratiques agricoles sur la microfaune et la macrofaune du sol. Donc l'idée là, c'est que c'est un travail, non exhaustif, qui, est basé sur des connaissances actuelles et ce qu'il faut avoir en tête, par rapport à tout ce qui est recherche scientifique, c'est qu'il y a quand même une remise en question permanente, avec tout de même des contrôles, de la part de tiers pour, vraiment consolider les résultats et généralement ça se fait en 2 temps. Donc on a d'abord des articles scientifiques, qui sont, produits sur des sujets précis, et une fois qu'on a accumulé, un certain nombre de ces articles sur des sujets, d'une même thématique, les chercheurs vont pouvoir compiler tous ces résultats et essayer de dégager des grandes tendances. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent des revues ou des méta-analyses. Et donc là, dans cette présentation, j'ai essayé de coupler un peu les deux pour vous donner des exemples de l'effet de ces pratiques sur la biodiversité du sol. Alors, en introduction, je vais vous présenter rapidement la vie cachée des sols, qui concerne tous les organismes invertébrés de petite taille, entre quelques micromètres à plusieurs dizaines de centimètres, qui vivent dans le sol ou à son contact. Donc ici, vous avez un échantillon. Généralement, on connaît surtout la macrofaune, donc tout ce qui est vers de terre, araignées, fourmis et cloportes. Ils ne sont pas tous représentés. Il y a les carabes aussi ici, dont on va parler plus loin dans la présentation et dont on a parlé tout à l'heure. Il y a également donc la mésofaune du sol qui, là, je ne vais pas trop aborder, mais qui est concernée par les colamboles et les acariens notamment. Et puis enfin, on a donc la microfaune avec tout ce qui est champignons, bactéries, nématodes, et qui sont donc non visibles à l'œil nu. Là, je fais juste un rapide zoom sur le concept de diversité. Pour chacun des groupes que j'ai présentés juste sur la slide d'avant, on a pour chaque groupe d'organismes une multitude d'espèces. Donc là, j'ai pris l'exemple des carabes. Donc vous devez en voir plein dans les champs. Et donc au sein de ces espèces, on va avoir à la fois des espèces prédatrices, des espèces herbivores. Donc c'est le cas aussi pour tout ce qui est nématodes, vers de terre. Non, excusez-moi, j'avais corrigé. Ça n'a pas dû être la bonne présentation. Donc c'était tout ce qui était nématodes, acariens, araignées. Et donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre qui s'établit via cette diversité. Donc comme on a vu tout à l'heure, après il y a effectivement des enjeux d'équipartition, mais en général, plus on favorise la diversité et plus on a un système stable et qui permet de lutter contre des espèces nuisibles. Donc les services rendus par cette biodiversité du sol, ça va être à la fois donc la dégradation de la matière organique, donc tout ce qui est résidus de culture, qui est rendu donc disponible aux plantes sous la forme d'éléments nutritifs grâce aux décomposeurs. On va avoir également un effet, donc comme on en a parlé juste avant, des auxiliaires des cultures sur les ravageurs, donc notamment les carabes en partie, qui étaient généralistes, et puis un effet sur le développement des maladies. Et en ce qui concerne le sol, donc cette biodiversité, elle va avoir un effet notamment sur la battance. Donc plus il y aura de vers de terre, donc notamment conduite en système biologique, les parcelles vont être moins sensibles à la battance. On va également avoir une exploration racinaire qui vont emprunter les réseaux de galeries de vers de terre, une décompaction du sol aussi qui est favorisée et l'infiltration de l'eau effectivement par la diversité des différents groupes de vers de terre qui vont favoriser la circulation de l'eau dans le sol.
Donc, pour favoriser la biodiversité à l'échelle des pays, donc il y a différentes échelles. Donc là, je vais commencer par l'échelle des paysages. Donc, le premier élément que je vous propose, c'est les haies bocagères. Donc, donc, il a été démontré que plus les haies sont larges et complexes en termes d'architecture et de diversité d'essences, plus elles apportent le gîte, enfin un abri, un refuge pour une multitude d'espèces de la biodiversité du sol. Donc, on est plutôt là en partie basse au niveau de la litière. Et ça va également apporter de nombreuses ressources aux espèces qui trouvent refuge depuis les champs vers les haies. Voilà. Ensuite, on a aussi un effet des haies sur la régulation de la température au sol et sur l'humidité, ce qui est particulièrement important pour les vers de terre et la diversité fongique aussi, et puis l'absence de perturbations au niveau du sol favorise ces espèces-là, et également l'abondance, leur survie et leur fécondité. Il ne faut pas hésiter aussi à laisser vieillir les haies parce qu'elles sont elles permettent de créer aussi une diversité dans les détritivores. Le fait que la matière soit davantage dégradée permet d'attirer davantage de macrofaune et de microfaune. Elles ont également, ces haies, un effet brise-vent qui peut être favorable aux araignées. Mais les effets sont quand même variables. Attention, on n'a pas des consensus pour toutes les espèces. Par exemple, les carabes, ils vont être limités a priori dans leur déplacement et du coup, ils vont être moins présents s'il y a un réseau de haies denses. Voilà, donc il s'agit de ce qui est intéressant, c'est souvent la diversité des paysages, la mixité de ces éléments. Avec notamment les bandes enherbées, dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui vont, elles, accueillir des espèces, notamment s'il y a une haie à proximité, des espèces à la fois forestières, prairiales, mais aussi agricoles, et qui vont, d'après certains articles scientifiques, permettre le refuge de nombreuses, d'une assez grande proportion d'espèces rares. Donc, je crois que dans le papier, c'était 5 sur 9 espèces rares qui étaient observées au sein de la ferme. Et donc, 5 de ces espèces se retrouvaient uniquement dans la bande enherbée. Elles représentent aussi un avantage en tant que corridor pour le déplacement des espèces. Et en termes de ressources trophiques également, vis-à-vis notamment de la matière organique qui se recycle davantage, du fait du retour du couvert au sol. Et donc les carabes, ils ont une préférence pour ces bandes enherbées, par rapport à des haies. Ces bandes enherbées, elles ont également, notamment via les bactéries, un pouvoir de transformation des nitrates et d'élimination des nitrates, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'eau. Alors, dans cette diapositive, il y a 2 études que je souhaite vous présenter au sujet notamment de l'hétérogénéité du paysage. Donc ici, en haut à droite, vous pouvez voir un champ vu du dessus, un paysage agricole vu du dessus, avec une taille de parcelle relativement restreinte par rapport à l'image du dessous, et une diversité de couleurs, donc représentées par les rectangles ici, qui correspondent aux cultures. Donc, une hétérogénéité par rapport à l'image de gauche plus importante. Et donc, l'article scientifique ici nous indique qu'une diversité dans la taille des parcelles, ou une diminution de la taille des parcelles plus exactement, et une variabilité plus importante du type de couvert agricole, du type de culture, va être favorable à la biodiversité du sol.
en plus de tout ce qui est éléments semi-naturels, donc bandes enherbées ici en vert, et boisements ou haies. Voilà. Sur la partie de droite, on a donc une étude qui a été menée en Californie cette année, donc c'est tout récent, sur 14 000 hectares, et qui montre qu'un champ, donc ici en orange, mené en conventionnel et qui est entouré de parcelles agricoles en bio en vert, va générer une augmentation de l'usage des pesticides par rapport à s'il était entouré de parcelles en conventionnel. Et dans le même, toujours de manière favorable, un champ en bio, entouré de parcelles en bio, se voit réduire l'usage des pesticides. Donc là, ça montre toute l'importance de gérer les paysages agricoles dans leur ensemble et de regrouper idéalement les parcelles en bio et en conventionnel distinctement pour limiter l'usage des pesticides. Une autre façon de favoriser la biodiversité, donc c'est en adaptant le travail du sol et les cultures. Limiter le travail du sol, ça évite l'impact physique qu'il peut y avoir sur tout ce qui est vers de terre et cloporte. Donc à la fois physique de par l'action mécanique et les dommages vraiment physiques, mais aussi par le déplacement des mottes qui peuvent les impacter aussi. On va avoir aussi des effets indirects sur tout ce qui va être dessèchement en période estivale s'ils sont remontés à la surface, ou exposition au gel, et encore exposition aux prédateurs. On a aussi ces facteurs-là qui étaient cités dans les documents. On va avoir également une destruction de leur habitat et une modification des propriétés, donc tout ce qui est humidité, structure, qui les impactent indirectement. Du coup, réduire donc effectivement l'intensité du travail du sol peut avoir un effet favorable sur l'abondance et la biomasse des vers de terre, comparé à un labour intensif. Pour les nématodes, le travail du sol a peu ou pas d'effet, parce que ce sont des organismes de relativement petite taille, contrairement aux champignons et bactéries qui vont être davantage impactés par un labour. On comprend bien ici, j'ai juste mis une image avec la représentation des filaments de champignons qui permettent la connexion des plantes avec leur milieu environnant. Et donc la destruction de ces filaments va entraîner une diminution des champignons et des concentrations de glomaline. Alors, la glomaline, je vais juste vous présenter faire le lien avec un test qui s'appelle le SLAC test, ici, qui permet d'évaluer la cohésion des agrégats assez facilement et notamment de simuler, en gros, l'effet d'une forte pluie sur une motte de sol. Donc ici, on va voir que souvent, on compare donc deux récipients. Dans deux récipients différents, on compare deux modes de terre. Une mode de terre qui est issue d'un sol travaillé et pauvre en matière organique ou avec labour. Et à gauche, je vais reprendre mon pointeur. À gauche, un sol plutôt vivant, donc qui est sans labour, mené en bio, en système biologique. Et donc là, on voit en fait que dans le récipient de droite, on va avoir une désagrégation en fait du sol. On va avoir l'impression qu'il fond en fait. Donc il se tient moins bien que celui de gauche. Et on le constate aussi par rapport à l'opacité de l'eau qui augmente au cours du temps. Donc là, c'est en accéléré, mais c'est très intéressant de faire ce test dans vos parcelles si vous souhaitez voir un petit peu l'état du sol
avec un témoin, idéalement, sur, le même type de sol, à proximité. Et donc ça, en général, on explique cette faible cohésion des agrégats par notamment le fait qu'il y ait, moins de glomaline. Donc c'est une molécule, qui est produite, c'est une protéine et un sucre qui est produite par les champignons, sur les filaments notamment que je vous ai présenté juste avant et enfin qui simule, l'action d'une colle en fait, des agrégats et heu et qui est donc très intéressante pour, lutter contre, l'érosion, le manque de structure du sol et cetera. Donc quand on limite, le labour, on peut aussi, donc à l'inverse, favoriser, le semi-direct, enfin, du coup, favoriser le semi-direct et on a observé que ça permettait d'augmenter 3 à 7 fois, l'abondance, de vers de terre, donc épigées essentiellement, qui sont en surface, et anécies qui sont plus en profondeur. Pour favoriser ces vers de terre de manière générale, les chercheurs recommandent donc, idéalement l'usage, d'un outil type herse légère, d'intervenir plutôt en hiver, pour le travail du sol et ils ont effectivement bien conscience, disons du problème des adventices, qui peuvent, être observés dans le cas d'un semi-direct et donc ils sont en cours de recherche sur des pratiques alternatives qui permettent à la fois donc de supprimer, ou de limiter les adventices et de maximiser la biodiversité du sol. Alors les cultures de couverture, ils ont observé que plus on avait une diversité, végétale, importante, plus la quantité de carbone était élevée et donc tout le réseau de la chaîne trophique ici, donc bactéries, ensuite nématodes et donc ensuite biodiversité, au-dessus du sol était favorisé, notamment avec plus 100 de diversité microbienne et 45 de nématodes, dans le cas d'une diversité végétale augmentée vis-à-vis des cultures de couverture. On a également, la jachère qui favorise, beaucoup les cloportes, par rapport à des champs de blé, et on a, tout de même, certaines études où on voit qu'il y a pas beaucoup de réactions de la macrofaune, vis-à-vis des résidus de culture, par exemple. Alors ensuite, pour tout ce qui est qualité de la rotation, donc là, c'est assez intéressant aussi parce que c'est des réactions plutôt en chaîne, donc la les rotations, la diversification des cultures permet, d'affecter les communautés de nématodes parasites, heu et on a également des effets sur les champignons. Donc notamment, une culture de blé, a augmenté enfin, il a été montré qu'une culture de blé avait augmenté l'infectiosité d'un champignon mycorhizien par rapport à un sol nu et ça avait permis à la culture suivante de maïs d'obtenir de meilleurs rendements. Et on a également des associations de légumineuses, avec, une culture de café, qui, visiblement augmentent la densité de spores des champignons, dans les sols. Enfin, donc le dernier point, que je propose, c'est de favoriser la biodiversité en maîtrisant les apports, donc pesticides dans un premier temps, donc tout ce qui est, lié aux herbicides, on va observer donc que les nématodes, heu, ils ont des effets variables, donc c'est-à-dire que soit ils sont favorisés, soit ils sont défavorisés par les herbicides, donc il y a pas de règle, encore, définie. Pour la biomasse, oui, si la biomasse microbienne, la même chose, à peu de choses près, on a observé peu d'effets. Alors l'hypothèse, c'est qu'elle serait capable de métaboliser les composés des herbicides. Hem et les vers de terre, en présence de champignons, ou sans champignons, on va avoir un effet du glyphosate qui va augmenter le poids des vers de terre dans le cas où il y a des champignons. C'est-à-dire qu'on
l'effet du glyphosate va augmenter la ressource en termes de composés, enfin de matières décomposées et facilement accessibles. Et donc, les vers de terre vont augmenter en termes de poids. Un effet quand même plus marqué, ça va être les fongicides et les insecticides qui vont avoir des effets assez délétères sur les vers de terre. On observe que 50% des vers de terre présentent des contaminations élevées, enfin avec toxicité élevée, que ce soit dans les habitats traités et dans les habitats non traités. Donc, du fait notamment de leur mobilité entre les différentes zones. Et ça a des effets sur leur comportement. Ils vont avoir plus de difficultés à progresser dans le sol. Le comportement de fouisseur va être modifié, la survie également et la fécondité. Et ça va être du même, enfin, en général, les cloportes répondent de la même manière que les vers de terre aux effets. Et donc là, on a bien un effet négatif aussi sur les cloportes. Pour les engrais donc inorganiques, l'apport d'engrais inorganiques, on a assez peu d'effets sur les nématodes, mais une fragilisation quand même du réseau trophique. Et pour les champignons, donc là, on a, dans le cas d'un apport de phosphore modéré, on va avoir une légère augmentation des champignons. Alors que dans le cas d'un apport plus important, une étude montre qu'on a une diminution de la biomasse de champignons mycorhiziens. Et attention, dans d'autres études, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a de la variabilité, hein, on est dans le monde vivant, donc ce n'est pas toujours simple. On a une étude qui montre qu'en fonction de si on est en sol calcaire ou sol non calcaire, un apport important d'azote sur plusieurs années va favoriser ou défavoriser certaines espèces de champignons. Et enfin, la matière organique, généralement, elle met plutôt tout le monde d'accord. Donc, un export de matière organique va diminuer la biomasse microbienne, donc ça va être export de biomasse, courte durée de couverture du sol ou travail du sol, donc de 56% tout de même. Et à l'inverse, un apport de matière organique, lisier, de poulet de porc, apport de BRF ou d'ordures ménagères résiduelles va augmenter de 70% les nématodes et également les vers de terre. Alors, j'ai fait une synthèse croisée pour récapituler assez rapidement les effets qu'on a pu observer. Donc, ici, vous avez à gauche donc, les différentes pratiques agricoles qui ont pu avoir ou pas hein, des effets sur la macrofaune et la microfaune du sol. Donc, en cellules grisées, vous avez toutes donc, en fait, les effets, on va dire, qui n'ont pas été recherchés pour cette présentation dans la littérature. Donc, il faut plutôt se concentrer sur les cellules remplies. Donc, les haies, elles ont des effets variables en fonction des groupes, mais on a quand même un effet plutôt positif sur les champignons, les vers de terre. Les bandes enherbées vont favoriser davantage les carabes, mais également favoriser donc, les vers de terre, les cloportes. Le travail du sol, donc là, c'est un effet négatif sur les vers de terre par rapport à un effet du semi-direct qui est positif sur ce groupe-là. Et ensuite, pour tout ce qui est culture de couverture, on a donc un effet généralement positif sur l'ensemble des groupes et qui est plus marqué encore sur les bactéries. Et puis pour tout ce qui est rotation, donc on vient de le voir, c'était favorable pour les champignons. En tout cas, ça permettait de maîtriser le développement de certains champignons ou infectiosité des champignons. Et pour les apports en pesticides et matières organiques, on voit que donc, les pesticides ont un effet
indirects s'ils ne sont pas ciblés évidemment sur les vers de terre, cloporte et champignons qui est négatif, tandis que la matière organique favorise les vers de terre, les nématodes et les champignons. Voilà, donc en conclusion, donc il faut, là, l'idée, c'était plutôt de montrer que la faune du sol, elle est aussi à la base de toute la chaîne trophique, donc de toute la biodiversité qu'on peut trouver dans un écosystème de ferme agricole. Plus on va favoriser cette diversité, donc que ce soit à l'échelle des paysages, comme on l'a vu, donc avec les haies, les bandes enherbées et la mixité de ces habitats dans le paysage, plus on va limiter le travail du sol et augmenter la teneur en matière organique. Donc ça, c'est vraiment les principales actions sur lesquelles j'ai le plus insisté, on va dire. Plus on va consolider le système du vivant en contexte agricole et plus il rendra des services en retour qui sont stables. Donc, comme on l'a vu, infiltration de l'eau, dégradation de la matière organique, maintien du sol, lutte contre les ravageurs, etc. Donc, même si effectivement ces transitions, elles sont vraiment pas simples et pas instantanées, avoir un sol, avec des résultats qui sont pas instantanés surtout, avoir un sol en bonne santé biologique, c'est quand même un sol qui sera plus fort et plus résilient dans le temps face à des intempéries et qui aura des rendements plus stables, voire plus productifs, comme certaines études le montrent. Il s'agit de trouver un bon équilibre en fait dans tout le système agricole. Et donc ces programmes agri-environnementaux, il faut les voir aussi, je pense, comme une vraie opportunité à saisir pour bénéficier d'un accompagnement si on souhaite mettre en place ces pratiques-là. Voilà, c'est les pratiques agricoles que j'ai présentées. Merci à tous. Merci Léa. Juste pour en complément de ton exposé, chez Soltis, vous proposez notamment un diagnostic de la qualité biologique des sols. Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement? Qu'est-ce que vous mesurez, sol? Alors, Je, en gros, je suis arrivée il y a un mois chez Soltis et j'ai pas encore eu l'occasion de faire ce diagnostic. Donc, le mieux, ce serait d'envoyer un mail ou alors on pourrait le mettre dans le descriptif de la vidéo, un mail à Florence Baptiste pour justement, je sais que hors Soltis, hein, je sais que des analyses de nématodes sont possibles par prélèvement de sol, des analyses de biomasse microbienne aussi, ou encore des suivis par exemple, de l'abondance de vers de terre et leur identification en faisant des tests à la bêche. Donc tout ça, il y a plusieurs choses qui existent, mais spécifiquement chez Soltis, je suis désolée. D'accord. Je n'ai pas la réponse. Je préfère pas m'avancer. Ça va, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Léa? Il y aura la bibliographie du coup associée à. Super, ouais. On mettra pause sur cette dia là, comme ça permettra de me la lire. Séverin, oui, tu as. Oui, j'avais une question. Merci beaucoup, Léa, pour la présentation très intéressante. Sur la dimension paysagère et les effets sur la macrofaune et la microfaune, en dehors des carabes qui évidemment sont mobiles, est-ce qu'on peut espérer que le soutien à la biodiversité fonctionnelle, donc tu l'as montré, donc des vers de terre, des cloportes et des champignons, peut avoir un effet positif sur la culture associée. Si donc tu l'as montré, ce sont dans les habitats de type bande fleurie ou haies que ça va favoriser cette biodiversité fonctionnelle-là. Est-ce que cette biodiversité fonctionnelle va rester en fait au niveau de l'habitat ou est-ce qu'on peut espérer qu'elle ait un effet positif sur la culture adjacente? Ça va être le cas des carabes puisqu'ils vont pouvoir migrer de l'habitat à la culture puis revenir dans l'habitat.
Qu'en est-il Oui. des autres organismes? Alors, effectivement, je pense que les vers de terre migrent également. Enfin, ils ont quand même des capacités. Ça, je l'ai pas mis en avant, effectivement, la mobilité des espèces, au centre de la parcelle depuis ces éléments semi-naturels. Mais, c'est bien l'enjeu, hein, et il y a des études qui parlent effectivement de relevés au centre de la parcelle qui sont influencés par ces éléments. Alors j'avais en tête effectivement peut-être plus les carabes parce qu'eux, ils préfèrent, ils se déplacent énormément, mais je pense qu'il y a des effets également sur les autres groupes que j'ai présentés. Il faudrait vérifier aussi. Ouais. Je m'avance pas, mais c'est bien l'objectif de ces études-là, hein, c'est que ça rende des services aussi dans les champs, voilà, de par leur présence à proximité. Les vers de terre, c'est quasi sûr parce qu'ils ont quand même des capacités de dispersion, assez importantes. Mais pour les autres, cloportes, je me souviens plus, oui. Et alors, si je peux me permettre simplement un complément sur l'usage des pesticides, c'est que évidemment les insecticides, enfin évidemment, les études le montrent très bien aussi, notamment une étude pan-européenne qui date déjà de 2010, mais qui reste extrêmement valide, qui montre que l'usage d'insecticides, par exemple, va avoir un effet négatif sur les insectes, et donc notamment sur les carabes, très fortement. Donc dans ce contexte-là Oui. qui a été montré, voilà. J'ai effectivement pas présenté, forcément ce qui était ciblé, parce que tout ce qui est pesticides, ciblés, vers des organismes, va forcément avoir un impact très fort. Donc là, c'était plus les dommages collatéraux. Ah oui, oui, bien Ouais. sûr. Oui, Voilà. mais par exemple, justement, un insecticide, il va pas cibler le carabe normalement, Voilà, c'est ça. c'est pas le but. Par contre, il va avoir un effet collatéral, oui, sur les autres insectes. Un insecticide, il va avoir un effet malgré tout collatéral sur les autres insectes. Et donc, j'ai en tête là cette étude sur voilà, si on met des insecticides contre les pucerons, ils peuvent avoir sur les prédateurs de ces pucerons, à la fois de manière indirecte, puisque lorsqu'on élimine en fait la ressource alimentaire de ces carabes, bah, voilà, ils n'auront plus le couvert malgré tout, mais aussi de manière, voilà, sur le carabe lui-même aussi. Oui. Bah, oui, j'avais aussi un article qui indiquait que l'effet était parfois négatif, parfois positif, enfin, vis-à-vis des herbicides sur les nématodes, et qu'il y avait aussi des effets indirects qui se produisaient, notamment des herbicides qui avaient un effet sur les communautés végétales et donc sur les nématodes. Donc, Oui, c'est voilà. ça. Merci. De rien. Magali, tu voulais prendre la parole? J'ai cru. Non. Non, ok. Non, je vais Donc, on rallumer va. mon micro, mais c'était une erreur. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question peut-être pour Léa? Mais si pas, merci beaucoup Léa pour ton intervention. Et je pense que donc vous pouvez donner la parole à Julien Louviot qui va être très complémentaire, il me semble en tout cas, pourrait présenter ce qui peut se faire, notamment comme analyse d'activité biologique des sols en Wallonie. J'allume le micro. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Écoutez, merci de l'invitation. Et c'est vrai que je pense que je vais être un petit peu complémentaire. Donc moi, je vais parler des analyses. Donc je suis enseignant-chercheur à la Haute École Condorcet. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être déjà dire que c'est aussi un petit microcosme là où on est à Ath, en province de Hainaut, puisque l'institution dans laquelle je suis, au départ, est une école d'agronomie.
d'agriculture, et progressivement, donc elle a plus de 100 ans, cette institution, et progressivement est venue se créer des laboratoires d'analyse pour les agriculteurs, puis c'est devenu des laboratoires d'analyse pour grand public, pour industrie, etc. Est venu aussi se créer un centre de recherche appliquée, le CARA. Et donc on est finalement, trois institutions qui travaillent main dans la main sur la thématique agronomique au sens large. Alors, je vais parler avec ma casquette un peu de chercheur et de recherche appliquée, parce que mon domaine d'expertise, c'est celui des fertilisants, des matières fertilisantes. Et donc, par la force des choses, d'essayer aussi de voir comment le sol fonctionne dans cet écosystème dans lequel on applique des matières. Mais je parle aussi par rapport à mes collègues du laboratoire qui, de leur côté, essaient de proposer aux professionnels ainsi qu'au grand public toute une batterie d'analyses sur leur sol et des analyses qui sont de plus en plus larges. Alors, j'ai commencé ici la petite présentation avec cette trilogie, ce triptyque en fait, qui est assez classique. Hein. Quand on évalue la fertilité d'un sol, il y a 3 angles de vue avec lesquels on peut l'aborder. L'angle de vue chimique, physique ou biologique. Et c'est vrai que le plus utilisé, le plus maîtrisé pour l'instant, c'est l'angle de vue chimique. Donc, tous les laboratoires d'analyse, en tout cas en région wallonne, sont harmonisés à ce niveau-là, ce qu'on appelle le réseau REQUA-Sud. Donc, il y a des protocoles standardisés. C'est quelque chose qui est bien évalué et pour lesquels il y a des seuils d'interprétation qui sont bien connus. Donc là, il n'y a pas plus grand-chose à dire là-dessus. Ce qui l'est un tout petit peu déjà moins, c'est tout ce qui est fertilité physique. Alors, c'est vrai qu'on fait de la granulométrie, c'est le triangle textural qu'on voit ici en bas à gauche et qui est déjà pas mal en termes de renseignements. On peut faire de la pénétrométrie pour voir la compaction, on peut regarder les couleurs, ce genre de choses-là. Ce qu'on essaie de développer aussi, c'est des stabilités structurales. Donc tout à l'heure, Léa montrait le Slake test avec une motte de terre qui se décompose dans l'eau. Il y a des procédures standardisées qui émergent maintenant pour pouvoir appréhender ça de manière plus fiable et plus objective. Et donc, on a aussi des appareils de tamisage sous eau qui sont disponibles au laboratoire. Alors, pour l'instant, on ne propose pas ça au grand public, mais c'est peut-être quelque chose qui le sera d'ici quelques mois ou 1 an ou 2. Et alors, le dernier volet, c'est le volet biologique. Et donc, c'est un intérêt grandissant de pouvoir apprécier cette notion de biologie des sols. Et donc, je vais un tout petit peu plus détailler ça, parce que c'est une question qui n'est pas simple et pour laquelle il y a plein d'outils d'analyse qui sont disponibles et complémentaires à la fois. Alors, dans donc, ce côté... Julien, pardon, Oui. je te coupe. Est-ce que tu pourrais juste te mettre en plein écran, s'il te plaît, comme ça on aura une meilleure... fonctionner. Normalement, oui. Est-ce que ça marche comme ça chez On vous? le voit bien, oui. Super, merci. OK. Alors, donc, au niveau de cette biologie des sols, en fait, donc c'est des images là qui viennent de l'Atlas de biodiversité des sols européens, qui est un chouette document que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais il y a 3 sous-questions qui vont se poser. C'est d'une part l'activité de ces organismes vivants, est-ce qu'ils vivent bien, en fait, et donc quels sont leurs liens avec les cycles géochimiques des éléments fertilisants. D'autre part, est-ce qu'ils sont abondants? C'est pas la même question, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, est-ce qu'ils sont diversifiés? Donc, c'est vraiment 3 sous-questions avec 3 manières d'analyser le sol différentes. Donc, il y a des questions plutôt qualitatives, il y a des questions qui sont quantitatives et qualitatives, et des questions qualitatives et quantitatives. C'est voilà, un petit peu ce dans quoi on va jouer quand on essaie d'appréhender ça. Alors, pour parler de l'activité, donc comment fonctionnent ces organismes dans le sol, il y a des méthodes. Une que l'on utilise nous ici et qui est déjà quelque part disponible facilement, la mesure de respirométrie. En fait, on regarde comment ces organismes vivent en dégageant du CO2. Donc c'est quelque chose qui est normalisé, et il y a des références normatives là-dessus. Il existe d'autres méthodes dérivées de celle-là qui consistent à incuber des échantillons de sol avec des matières organiques pour voir comment elles se dégradent. Et ça, c'est plutôt
finalement un service qui est mesuré. Donc, c'est la manière dont ces engrais vont permettre de mettre à disposition des éléments nutritifs. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des indices de stabilité de matière organique, les types de minéralisation, l'effet fin d'azote. Tout ça peut être mesuré assez facilement. Et puis, il y a des indicateurs moléculaires, toujours pour cette activité biologique, où on va essayer de voir quelles sont les réactions qui sont faites dans le sol par ces micro-organismes en leur donnant un substrat à manger et en voyant comment ce substrat est dégradé. Alors, il y a plein de méthodes, je vous en parlerai d'une en particulier, la fluorécéine déshydrogénase ou diacétate, qui est en fait une méthode assez globale. Et alors, Tereae, vous êtes partenaire là-dedans aussi. Il y a ma collègue qui s'occupe d'un groupement en agroécologie pour les viticulteurs, dans lequel vous avez mis en place des tests in situ avec des petits sticks dans lesquels on vient mettre un appât pour les micro-organismes. C'est ce qu'on appelle le bait lamina test, qui est tout en bas dans l'écran, qui lui permet de voir là aussi à quelle vitesse ce substrat in situ est dégradé, donc permet d'appréhender la bonne activité des sols. Je ne vais pas parler de tout parce qu'on ne fait pas tout, mais je vais parler de ce qu'on fait de manière en tout cas presque routinière ici. Et donc la première chose, c'est la respirométrie, donc l'activité globale du sol. Voilà à quoi ça ressemble. On place des échantillons de sol dans des conditions standardisées optimales, dans une enceinte ici régulée à 28 degrés. On les met dans des conditions d'humidité donc proches de la capacité au champ. Et puis on vient fermer notre bocal dans lequel on a emprisonné entre guillemets un échantillon de sol pour mesurer le dégagement de CO2 qui est donc proportionnel à l'activité des micro-organismes. Ça nous donne des courbes de dégagement ici de CO2 qui, plus elles sont dressées au cours du temps, donc plus elles sont dressées, plus montrent une activité du sol. Donc on peut faire ces méthodes sur des longues durées. Et ici, vous voyez que le graphique va jusqu'à 90 jours d'incubation. On peut aussi le faire sur des courtes durées. Et c'est là que se différencient en fait les différents laboratoires avec les différentes références ou seuils auxquels on va pouvoir faire ce genre d'interprétation. Donc voilà un exemple d'analyse qui est faisable. Un autre exemple qui est dérivé de cette même méthode-là, c'est celui ici où on va mélanger de la terre avec une matière organique, ça peut être un fumier, un compost et d'autres produits organiques qu'on trouve maintenant sur le marché, pour voir de quelle manière l'azote qui est contenu dans les matières fertilisantes va se libérer sous forme minérale dans le sol. C'est ce qui illustre les deux courbes que vous avez là. Je veux dire que grosso modo, il y a deux comportements possibles des matières, soit elles relarguent tout de suite de l'azote minéral dans le sol, ce qui va permettre aux plantes d'en bénéficier très rapidement, soit au contraire, elles prélèvent dans le sol, donc on a un effet dépressif qui est lié en fait à une réorganisation de l'azote dans la biomasse microbienne, ou dans des molécules uniques. Et puis, après seulement un certain temps, on voit ces matières avoir un effet vraiment positif sur l'alimentation des plantes. Donc, ce sont des tests d'incubation long terme, mais faisables aussi. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'activité, mais mesurée de manière biochimique par des enzymes. Alors, la fluorécéine diacétate, celle qui est ici, c'est quelque chose qu'on explore en ce moment au laboratoire. Ça a l'avantage d'être assez rapide comme mesure. On met en contact le sol vivant, donc préalablement tamisé mais conservé frais et humide, avec un substrat qui se colore en fluorescent lorsque l'activité du sol est efficace. Donc plus il y a une coloration jaune fluo qui apparaît, plus c'est que le sol a des enzymes donc issues de cellules vivantes qui sont présents. Donc voilà une mesure finalement pourrait devenir une mesure de routine, mais pour lesquelles maintenant il n'y a pas encore de seuil d'interprétation, mais qui semble assez prometteuse à l'avenir, qui reste, même s'il n'y a pas de seuil d'interprétation, intéressante pour comparer des pratiques sur des parcelles proches ou des choses comme ça, mais voilà, qui est peut-être amené à faire un peu consensus dans les différents laboratoires. Alors, il y a d'autres méthodes que celle-là. J'en cite ici la méthode ISO et une norme ISO qui est prévue avec des enzymes pas le plus particulières pour décomposer
les activités selon les cycles des éléments, c'est aussi là quelque chose qui est exploité plutôt en recherche, mais qui pourrait aussi à l'avenir se décliner. Donc là, on parle d'activité des micro-organismes. On peut aussi parler d'abondance. Alors pour la question d'abondance, il y a la mesure de biomasse microbienne vivante. Je pense que Léa en a touché un tout petit mot. Alors on le mesure ici en routine. C'est une analyse qui est déjà disponible auprès du grand public et des professionnels chez nous. C'est une mesure qui consiste à extraire tout le carbone issu des cellules vivantes du sol, des cellules microbiennes, en les soumettant à des vapeurs de chloroforme. C'est ce qu'on voit dans les cloches qui sont ici. On met nos petits échantillons de sol en dépression dans une cloche sous vide dans laquelle on vient placer un pot de chloroforme. Alors le chloroforme va en fait dissoudre en quelque sorte les cellules vivantes. Et puis après, on vient lessiver ces sols pour en extraire toutes les molécules qui sont relâchées lors de l'éclatement des cellules. Et bah, par différence entre un sol qui n'a pas subi cette fumigation et un sol qui l'a subi, on a une mesure de la biomasse vivante. C'est quelque chose d'assez ancien. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, mais c'est une mesure qui date probablement des années 70 et qui est très robuste et pour lesquelles il y a de nombreuses références. Elle est même normalisée. Et bah, pour la petite histoire, elle est aussi utilisée en ce moment dans des indicateurs, notamment pour les indicateurs de qualité des sols en région bruxelloise, qui utilisent cette mesure de biomasse microbienne vivante qui est faite dans nos laboratoires. Alors, il y a d'autres manières d'aborder cette question d'abondance. On pourrait aussi doser l'ADN ou l'ARN total dans les sols. Attention que là, il faut prendre des précautions pour ne pas comptabiliser tout ce qui est mort. En fait, il y a de l'ADN mort qui est présent également dans les sols. Et puis, on peut aussi utiliser des organismes bioindicateurs, donc pas forcément travailler avec de la biomasse microbienne, mais travailler avec des vers de terre. Le nombre de vers de terre, ça a été évoqué dans les présentations précédentes, ou d'autres organismes qui sont considérés comme bioindicateurs. Il y a une norme qui existe aussi là-dessus. Là, on est dans de l'observation, généralement in situ, ou pour les vers de terre, ou alors en laboratoire pour les autres micro-organismes. Voilà pour ces questions d'abondance et reste à parler de la diversité, des indicateurs de diversité des sols. Là, on est plutôt sur des analyses de type nucléique, acide nucléique, ADN, ARN. On le fait également dans nos laboratoires, donc possibilité d'extraire par des kits l'ADN du sol ou l'ARN, et avec, vous voyez ici le genre d'équipement qu'on a, des séquenceurs, des thermocycleurs, etc. Possibilité donc de interpréter ça, analyser la diversité des brins d'ADN, pour regrouper ça en fonction de genre, d'espèces, voire de groupes fonctionnels, ou simplement parfois des ratios bactéries-champignons. Donc là, c'est vraiment aller un peu plus loin dans l'analyse, c'est évidemment plus coûteux, mais ça permet parfois de répondre à certaines questions très, très pointues, avec toujours un point d'attention à avoir quand on fait ce genre d'analyse, sur la distinction entre ce qui est vivant ou mort, notamment dans le cas de changement de pratique. Quand on fait des changements de pratique, évidemment, ça peut impacter des communautés microbiennes, mais si on dose ou on quantifie l'ADN de ces populations qui sont mortes, on verra évidemment pas d'effet. Donc il faut prendre quelques précautions analytiques, et ça c'est ce que nous faisons ici dans nos laboratoires. Voilà un petit tour d'horizon donc des aspects analytiques sur la biologie des sols. En tout cas, hâte. Merci beaucoup, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, du coup, moi j'avais une question. Oui. Justement, par rapport sur la biomasse microbienne, comment c'est distinguer les cellules vivantes ou mortes? Est-ce que c'est inclus dans l'analyse normée ou pas? Oui, absolument. Donc en fait, dans cette méthode-ci, on place l'échantillon. Donc si on reçoit un échantillon de sol, on le divise en deux, on homogénise, on divise en deux. Et sur l'échantillon non traité au chloroforme, on va doser toutes les formes solubles de carbone, y compris donc celles qui viennent des cellules mortes. Et sur l'échantillon qui sera passé en fumigation, on n'aura que ce qui est sorti des cellules vivantes éclatées. Donc par différence entre les deux, ça ne comptabilise que ce qui est vivant. D'accord.
Ok, très bien, merci. Mais D'autres c'est normé, questions? hein, tout ça, c'est bien décrit dans les normes. Magali, tu as ouvert ton micro. Oui, moi j'avais une petite question, précision. Est-ce que la respirométrie est équivalente à la respiration potentielle que fait le laboratoire de Michan? Ou est-ce qu'il y a une Alors, différence entre les deux? la méthode est la même en soi, Mhm, sauf que la respiration potentielle, elle se fait que sur un laps de temps très court. Donc, si mhm, je reprends le graphique là, c'est vraiment sur les premiers points de la courbe. Donc, c'est une méthode rapide, si vous voulez, d'estimation de cette respiration globale. mhm. Ok. Mais le principe est le même. Le principe est le même, oui. Ok. Ça va, merci. Moi, je me posais la question, donc comme on parle de vivant, je suppose qu'il y a une grande variabilité intra- et interannuelle. Qu'est-ce qui est recommandé en termes d'échantillonnage? Est-ce qu'il vaut mieux aller à quel moment? Est-ce qu'il y a des précautions? Venir plusieurs fois sur l'année peut-être pour avoir vraiment une bonne figure, une bonne image? Et sur quel laps de temps on peut s'attendre à avoir des grosses différences dues au moment de l'année ou pratique? Oui, alors c'est une bonne question. Il existe quelques documents qui décrivent les précautions à prendre quand on échantillonne. On peut dire que dans les grandes lignes, quand on fait ce genre d'études-là, il y a deux conditions à vraiment éviter. C'est les conditions de gel. Sol gelé, ben forcément, ça impacte les micro-organismes et les conditions de sécheresse. Ce qui fait que quand on exclut ça, on peut dire qu'il y a deux belles fenêtres pour faire des analyses, c'est printemps-automne. Éviter les sécheresses en plein été, éviter les gels en hiver, ne pas faire des analyses trop vite sorties d'hiver pour laisser le temps aux communautés microbiennes de retrouver quelque part le rythme de croisière. Euh, voilà un peu le genre de réflexion qu'il faut avoir en tout cas. Mhm. Et par rapport au moment, par exemple, de destruction des résidus ou des intercultures ou d'enfouissement, est-ce qu'il y a un temps à respecter entre cette pratique-là et l'analyse? Tout dépend un peu de voir de savoir ce qu'on cherche à voir, parce que quand on enfouit des résidus, on va avoir un effet assez rapide de dégradation des sucres simples de ces matières. Donc, on va avoir un flush, si on regarde de la respirométrie, un flush de dégagement de CO2 assez rapide, mais qui est transitoire. Et donc, si on revient quelques semaines après, ben, on est plutôt sur un rythme de croisière avec des matières cellulosiques à dégradation un peu plus lente. Voilà, est-ce qu'on cherche à avoir un effet stimulant rapide ou est-ce qu'on cherche à voir plutôt sur du long terme? Bah, ça impactera le moment à partir duquel on fait le prélèvement suite au changement de pratique. D'accord. Et donc, imaginons que dans les réseaux Terrae, ici, on est des agriculteurs qui soient passionnés par l'activité des sols, et c'est le cas. Donc, vous recommanderiez donc de faire un trio d'analyse alors qui aborde à la fois l'activité, l'abondance et la diversité. Les trois sont intéressants du coup. Oui, c'est vraiment les trois dimensions qui permettent d'appréhender les choses de manière complète, mais c'est évidemment toujours une question de coût. Euh, la diversité est très coûteuse. Quand on sort l'artillerie de l'analyse génétique des sols, c'est vite des prix élevés. Ce qui est le moins coûteux et le plus robuste dans une première approche, c'est une abondance de type biomasse microbienne. Ça, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé. Puis après, la deuxième chose qui est un peu moins coûteuse, c'est plutôt les, euh, les fonctions comme la respirométrie ou éventuellement la fluorescéine diacétate quand on aura bien calé ça en termes de protocole interne. Et enfin, je dirais le côté diversité si on en a les moyens, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est des choses qui s'utilisent beaucoup dans le monde de la recherche et tout le challenge, c'est de les rendre disponibles ou accessibles à des groupements, à des particuliers, notamment au niveau coût et opérabilité en termes d'analyse de routine. Et à ce stade-ci, si on prend les trois analyses, on peut s'attendre à un coût global combien sur une analyse, sur une parcelle par exemple? Si vous voulez que ça reste Ben, entre nous, on coupera au montage, hein.
Une analyse d'abondance de biomasse microbienne vivante, je pense qu'on est autour d'une 50aine d'euros pour faire clair. Les autres, c'est un peu au cas par cas. Je ne vais pas m'avancer pour les autres parce que je ne suis pas le spécialiste dans les analyses moléculaires au niveau ADN, par exemple. Mais je sais qu'on a des tarifs qui sont sous le coude. Et au niveau respirométrie, faut voir si, comme on l'évoquait tout à l'heure avec la personne, dans le cas d'une minéralisation, enfin une respiration potentielle sur un délai très court, si on souhaite faire ça ou si on souhaite faire sur une durée plus longue qui peut aller jusqu'à 90 jours. Dans le cadre de réseau, ça peut être pertinent. Ça peut varier, je veux dire, d'un facteur 1 à 5, mais disons que si on prend un truc basique, une respiration potentielle, on est, à mon avis, de l'ordre d'une 30aine d'euros l'échantillon. D'accord. Et en termes de protocole d'échantillonnage, c'est des échantillons composites ou alors il faut plusieurs échantillons sur une même parcelle pour, Alors, il faut faire comme un échantillon de sol je veux dire, classique. Il faut aller un peu partout dans la parcelle de manière à pouvoir représenter fidèlement le terrain. On évite les zones de forière, les zones de compaction d'ornières. Voilà, s'il y a des zones particulières aussi au niveau texture, soit on scinde la parcelle en 2 zones, soit on les exclut. Donc là, il y a un petit peu de bon sens de terrain. Mais l'idée, c'est d'avoir un échantillon, je dirais, de peut-être 1 kilo, qui est composite en soi d'une quinzaine ou d'une vingtaine de points sur une parcelle, quoi. Comme on le fait pour une analyse classique, avec quand même une précaution au niveau du stockage de l'échantillon, donc ne jamais le laisser sécher, ne jamais le congeler, et donc le garder dans un récipient hermétique ou un sachet plastique fermé, idéalement dans un bac fricot à 4 degrés jusqu'à acheminement au labo, le plus rapidement possible, pour éviter des dégradations, quoi. Mais pas de congélation, pas de séchage. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a une autre question pour Julien? D'accord. Moi, j'en ai encore une justement par rapport aux échantillons. Je sais qu'on discutait, donc je travaille beaucoup avec le centre de Michamp, parce que j'habite à Bastogne, c'est plus facile. Ouais. On discutait de faire un comparatif de respiration sur sol frais et sol sec, parce qu'évidemment, de pouvoir travailler sur des sols qui seraient secs, donc c'est plus facile pour la logistique des échantillons. Est-ce que vous avez déjà testé ça ou comparé les résultats chez vous ou pas? Oui. Alors, le problème des Ouais. sols secs, c'est que quand on les réhumecte, donc en fait, quand on les a séchés, il y a quelques micro-organismes qui ont fait une lisse cellulaire ou des choses comme ça. Donc, en fait, il y a des composés simples qui sont relargués dans le sol, entre guillemets. Quand on réhumecte, il y a vraiment un flush de libération de CO2 très fort au tout début. Et il faut en fait s'en débarrasser. Mais je pense qu'à Michamp, il était question dans leur protocole, parce que je l'ai vu passer, on est dans des mêmes réseaux, je crois qu'il était question de se débarrasser de cet artefact en pré-incubant l'échantillon plusieurs jours. Ok. Donc oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ok, merci.